Eh bien, bonsoir à tous. Merci en tout cas je vois que ça continue d'arriver tranquillement. Donc on va lancer tout doucement les hostilités. L'idée, c'est de pouvoir poursuivre un petit peu notre projet de la Comet Beam sur 2021. Je vais vous faire un petit previously quand même pour ceux qui n'étaient pas forcément dans les précédents événements. L'idée, comme on passe sur ce nouveau format et qui va être un format qui va nous permettre également de pouvoir avoir des replays, je vais faire des présentations assez globales de manière générale et puis qui sont peut-être connues de tous. Mais déjà, qui on est? Extia, on est une société de conseil en ingénierie. Ça, je pense qu'il y en a pas mal qui le savent. Déjà, société de conseil en ingénierie, où on fait de l'assistance technique sous forme de prestations intellectuelles, mais également, on a nos pôles de compétences, aussi bien orientés sur l'aspect CFD, télécom ou autre, qui permet aussi de travailler sur du work package et avec nos clients un peu différemment et de proposer aussi des choses assez intéressantes à nos consultants. Hormis tous ces sujets assez classiques pour une ESN, Extia, à partir de 2014-2015, on a lancé nos propres communautés, nos comètes. Le principe des communautés, c'est des adeptes au sein d'une même technologie, d'un secteur d'activité ou même, on va dire, de lifestyle qui vont se retrouver tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois en fonction des communautés pour parler de sujets d'actualité, de retours d'expérience, de sujets bien particuliers. Moi, bien évidemment, je vais vous parler de notre Comet Beam plus en détail parce que c'est une des dernières arrivées. On a commencé à lancer cette Comet Beam courant 2020 et ça a été une idée bien évidemment développée par ma part, mais également par l'ensemble du noyau dur de la communauté, que ce soit Mehdi, Adrien, Camille, Alexandre ici présent, mais également Cyprien et Chloé qui m'ont permis de border un petit peu tout ça et de développer petit à petit nos idées. On a commencé, on va dire, assez généraliste sur le BIM, c'est quoi? Le BIM pour tous. On voulait lancer un petit truc un peu le BIM pour les nuls, parce que c'est quand même une nouvelle technologie. Moi, comme on est quand même Extia, une société de conseil très orientée côté IT, on va dire un peu plus que côté Indus, même si on se développe de plus en plus sur ces différentes parties. J'aime bien l'imager comme étant l'agilité dans l'industrie, car aujourd'hui, c'est un sujet de transition numérique au sein de l'industrie immobilière, de l'industrie du BTP, de l'industrie même ferroviaire, où l'idée, c'est de pouvoir non plus, comme on peut le faire de manière maintenant, on va dire, archaïque, travailler sur des plans, mais travailler sur une maquette en 3D qui nous permet de créer un premier prototype, que ce soit d'un bâtiment, que ce soit d'une gare, que ce soit d'un pont, ou tout type d'ouvrage, et de pouvoir essayer en tout cas de gagner du temps sur la partie exécution et également sur la partie exploitation. Donc on va y revenir très rapidement, mais le BIM, c'est déjà un acronyme qui veut dire Building Information Modeling. Alors moi qui suis très fluent en anglais en plus, je vais vous donner la traduction exacte, qui est modélisation des informations. Donc très intéressant parce que finalement, on se rend compte que le BIM, c'est une maquette qu'on va construire. Donc, bon, c'est de la modélisation, c'est de la visualisation. Ça permet à chacun d'y voir un peu plus clair que sur du plan 2D, on va dire. Mais l'idée, c'est aussi d'intégrer de la data et de la donnée qui va nous permettre d'avoir une meilleure exploitation de notre bâtiment ou de notre ouvrage. Donc, c'est une méthode de travail basée sur la collaboration autour de toute cette maquette numérique. Et en fait, dans un processus de conception BIM, chaque acteur de la construction va utiliser cette maquette. Et ça, on va vous le démontrer de par aussi notre projet Comet Beam autour de la cafétéria d'Extia. Et cette maquette est initialement conçue par l'architecte qui en tire les informations dont il a besoin pour son métier. Et après, chaque intervenant va intégrer sa spécialité, on va dire. En retour, l'idée, c'est d'alimenter la maquette par de nouvelles informations pour aboutir au final à un objet virtuel, parfaitement représentatif de la construction. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est un vrai prototype. Et la maquette numérique va être actualisée tout au long de la vie de l'ouvrage, de la conception à la construction, de la livraison à sa déconstruction, en passant par son exploitation. Donc le maître d'ouvrage, représenté par Cyprien, alors je vais vous réexpliquer un petit peu tout ça, mais c'est lui qui représente Extia, comme on est parti sur le projet de la cafétéria du deuxième étage de la cristallerie, en se disant que ça pouvait parler à tous les Extiens, dispose du coup directement d'un véritable avatar virtuel de l'ouvrage et cet outil de gestion et d'optimisation tout au long de la vie du bâtiment finalement.
Donc finalement, on va appeler cette maquette numérique d'un ouvrage 3D, ça va comprendre toutes les caractéristiques géométriques, donc toutes les coupes, les plans, les élévations, et des renseignements également sur la nature de tous les objets. Donc ça peut aller de la composition, de la propriété physique, mécanique, comportementale, etc. Donc c'est une façon finalement révolutionnaire de décrire un projet de bâtiment dans son ensemble, en concentrant l'ensemble de l'information technique de l'ouvrage. Par exemple, je vous donne l'exemple concret d'une porte, et je l'avais présenté lors de notre premier événement. Une porte qui est représentée battante ou coulissante. Elle est en aluminium avec un double vitrage qui peut être considéré comme un attribut. Elle s'ouvre, c'est un comportement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut intégrer directement au sein de la maquette. Et plus on va avoir de données, plus on va faire vivre cette maquette, comme tout type d'outils finalement. Donc derrière, après avoir expliqué un petit peu lors d'un premier événement qu'est-ce qu'était le BIM, on a voulu l'intégrer à un projet. Dans un premier temps, sous forme d'un deuxième événement, pour expliquer un petit peu les différents intervenants, les avantages et inconvénients de chaque intervenant, etc. Et également comment s'illustrer un petit peu leurs actions autour de cette maquette. Et derrière, à partir de début de l'année 2021, on a décidé de partir sur notre projet à nous, notre projet du BIM, qui s'invite à la CAFET. C'est comme ça qu'on avait, en tout cas, donné le titre de notre premier événement. Le 4 mars dernier, qui s'est déroulé il y a 2 mois, quasiment pile poil, où l'idée, c'était de vous proposer ce projet de modélisation de la cafétéria Dexia des locaux de Sèvres en BIM. Et l'idée, pour vous remettre un petit peu l'ensemble des rôles, on avait un représentant Dexia, donc maîtrise d'ouvrage, le client, qui était représenté par Cyprien, un AMOA, un assistant maîtrise d'ouvrage, donc qui est mandaté par Cyprien, donc par le client, et vous allez voir que tous les intervenants sont mandatés par le client finalement, un assistant maîtrise d'ouvrage qui accompagne le client dans cette démarche BIM, un architecte qui était interprété par moi-même, qui était un petit peu le mécontent de l'histoire parce qu'il fallait qu'il se forme sur les nouveaux logiciels, il fallait qu'il forme ses équipes, il fallait qu'il paye des nouveaux logiciels en plus, donc il fallait qu'il investisse dans cette nouvelle technologie, un représentant de l'entreprise de construction qui allait être mandaté pour les travaux, qui était réalisé par Jean-Michel Marcia. Et tout l'intérêt de cet échange et de cette table ronde lors de ce premier événement, c'était de démontrer l'utilité du BIM pour ce projet, mais également pour l'ensemble des projets qui pouvaient être réalisés par cette nouvelle manière de faire. Donc, dans un premier temps, le client il a exposé son projet, ses envies, ses contraintes, suivi de l'assistant maîtrise d'ouvrage qui a proposé de mettre en place le projet BIM, la convention, on va y revenir par la suite. Et ensuite, chaque participant de la réunion a exposé son point de vue et ses arguments. Et comme je vous l'ai expliqué, l'architecte était plutôt dans le « c'est trop cher » et l'entreprise de construction, c'est révolutionnaire parce que typiquement, au sein d'une maquette, on peut appliquer et intégrer du phasage travaux qui permet d'être beaucoup plus rapide et d'anticiper le moindre souci lors de la phase exécution. Ensuite, Adrien et Jean-Michel, ils ont pris le temps d'expliquer tous les avantages du BIM. Et le BIM, forcément, alloue un gain d'argent, notamment lors de l'étape de phasage travaux, mais également d'exploitation. Donc, le grand gagnant, finalement, de cette partie, en fait, de cette technologie BIM, c'est bien évidemment le client, et de toute façon, c'est lui qui donne le rythme, entre guillemets, sur le fait de partir sur un projet BIM ou non. Mais le grand perdant en termes de temps de conception et puis, je vous dis, d'investissement sur de nouvelles technologies, c'est l'architecte. Mais de toute façon, le monde de la construction est un monde vivant comme finalement tous les secteurs d'activité. On a connu également une grande transition numérique quand les architectes sont passés de la table à dessin à AutoCAD 2D. Aujourd'hui, AutoCAD est une référence, demain, Revit le sera. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, après vous avoir fait ce grand previously, l'idée c'est de vous introduire un petit peu l'événement de ce jour, Maquette TACAFET. L'idée c'est de vous présenter la maquette qu'on a pu réaliser suite à cette étude de faisabilité et suite à la conclusion qui était de « OK, on est parti ». Bien évidemment, comme je vous l'ai réexpliqué juste avant, pour l'architecte, donc moi-même, c'est un gain au final, même si dans un premier temps et sur les premiers projets, on perd de l'argent ou on n'en gagne pas. L'idée, c'est sur le deuxième ou le troisième ou le quatrième, on sera forcément plus rapide, on n'aura plus les logiciels à acheter parce qu'on les a déjà, et on n'aura plus à former les gens parce que les gens, plus ils vont travailler dessus, plus ils vont être compétents et ils vont être rapides dans l'utilisation des différents logiciels. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'on pouvait se dire avec Adrien, c'est surtout une histoire de ratio où une personne qui débute comparée à une personne qui, on va dire, est opérationnelle sur les outils et sur la techno,
on a un ratio de 4 quand même. Donc, une personne qui est bien opérationnelle va mettre 4 fois moins de temps qu'une personne qui débute et qui va devoir être amenée à rechercher les différentes informations parce qu'on est encore une fois sur une nouvelle technologie, sur une nouvelle manière de travailler. Et bon, ça prend du temps, c'est comme tout type de changement. La transition et le changement, c'est maintenant. Maintenant, c'est... Je laisse la main à Adrien pour présenter un petit peu sa partie en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage et surtout la présentation de sa convention BIM qu'il a pu construire vis-à-vis des différentes contraintes et vis-à-vis des différents points que le client Cyprien avait pu lui indiquer vis-à-vis de son projet. Bonjour à tous. Je me présente, Adrien Pierson. Je suis principalement coordinateur BIM. Et pour ce projet, je représente l'AMO BIM. Pour faire court, je travaille pour Cyprien, qui est donc le client qui cherche à faire représenter la cafétéria en 3D pour pouvoir exploiter sa cafétéria, faire varier les aménagements, pouvoir planifier les changements de luminaires, par exemple, sur le long terme, faire des nomenclatures pour identifier la quantité d'éclairage qu'il a, etc., etc. Et donc, on a fait en sorte de modéliser ce projet sous Revit, mais pour nous organiser, étant donné que nous n'avions pas de possibilité de travailler sur une seule et même maquette en temps réel, on a créé une convention BIM pour faire en sorte de travailler tous ensemble en même temps. Donc, cette convention BIM, je vais vous la présenter tout de suite. Hop. Hop, voici la convention qu'on s'est faite. Elle récapitule tous les éléments qui nous permettent de travailler en collaboratif. Donc déjà, pour commencer, comment fonctionne le BIM, qu'est-ce que c'est? Ça précise son fonctionnement, comment ça a été créé, quels sont les cas d'usage qu'on peut retenir, les niveaux de détail qu'on peut retrouver, la façon dont on va échanger notre maquette et comment on va gérer nos livrables. Donc là, on a quelques références qui nous indiquent par quel biais on a utilisé nos informations pour pouvoir rédiger cette convention. Ça récapitule l'organigramme, entre guillemets, donc le fonctionnement en interne, et surtout comment on va collaborer. Donc, quelle est la version de Revit que nous allons utiliser? Pour le coup, nous utilisons Revit 2019.2. On a l'un de nos modeleurs, donc Alexandre Gavarini, qui lui travaille sur la version 2018. Donc, on a fonctionné un peu différemment avec lui en utilisant les IFC. Donc, c'est un format de fichier international qui nous permet d'échanger des informations et des représentations graphiques en 3D de façon optimale sur n'importe quel logiciel 3D. Malheureusement, on perd régulièrement des informations bien spécifiques liées aux exports entre un logiciel 3D et l'IFC. C'est après une question de paramétrage. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter maintenant notre maquette. Donc, la voici. Là, on a une représentation architecturale avec principalement l'aménagement. Mais si vous voulez tout voir, la voici. Donc, on a la représentation presque fidèle de l'architecture extérieure du bâtiment, juste ici. Ça, je laisserai nos modeleurs vous détailler plus en amont comment on l'a fait. Mais notre convention, donc on s'en est servi dans un premier temps pour géoréférencer notre maquette, de façon à ce qu'on puisse partager en fait les coordonnées. Et lorsqu'on va insérer les maquettes des autres modeleurs sur la nôtre, tout s'accorde en même temps sur le même emplacement, donc on n'a pas besoin de faire du recalage comme on pouvait le faire auparavant sur un partage via AutoCAD par moment. Alexandre, je vais te laisser, Camille, je vais te laisser continuer, puis je ferai en sorte de compléter quand je pourrai. Hop.
Bonsoir, donc moi c'est Camille. Là, je vous partage mon écran, donc la maquette qu'on a fini par réaliser. Ma partie était principalement ma partie GC de la cafette. Donc pour pouvoir commencer à la réaliser, je suis partie des plans 2D de l'archi. Donc l'AutoCAD qui nous a envoyé, donc ça veut dire que je l'ai inséré dans Revit et géoréférencé. Comme ça, j'ai pu modéliser à partir de l'AutoCAD. J'ai commencé par réaliser les sols. Donc j'ai fait principalement 3 sols, car on avait 3 types de revêtements différents. Un avec la partie qui est en lino, un autre avec la partie en parquet, qui est la plus grosse partie, et une toute petite partie qui était hors zone, histoire que ça passe pas un trou. Ainsi, ensuite, j'ai continué avec les murs extérieurs. Donc, pour ça, j'ai principalement utilisé des murs standards Revit, sauf pour cette partie-ci où j'ai utilisé des murs rideaux afin de pouvoir plus facilement et de manière plus réaliste faire toute la rangée de fenêtres qui sont accolées. Donc après, une fois que j'ai fait les murs extérieurs, j'ai pu insérer mes fenêtres assez simplement. Donc, ce qui fait que maintenant, je me retrouvais avec le sol et tout le contour extérieur. Il ne me restait plus qu'à m'attaquer à la partie intérieure, donc c'est-à-dire les cloisons. Donc pareil pour les cloisons et les portes, c'était des cloisons type vraiment de murs vraiment assez standards, sauf pour les box vitrées où là j'ai également utilisé des murs rideaux, l'histoire de pouvoir faire la partie vitrée avec les meneaux beaucoup plus simplement. Une fois que j'ai réalisé tout ça, je me suis occupée des poteaux, des 6 poteaux porteurs qu'il y avait à l'intérieur et du plafond. Donc là que j'ai mis en transparence histoire qu'on puisse voir à l'intérieur. J'ai également réalisé les soffites pour que mon collègue de MEP Mehdi puisse installer tout son équipement CVC. Et ainsi, après, Alexandre a pu récupérer toute cette partie génie civil structurelle de la maquette pour pouvoir lui disposer tout son aménagement. Et je vais d'ailleurs le laisser vous expliquer comment il a effectué toute cette installation. Alors, comme Adrien vous l'a expliqué au début, moi je suis sous Revit 2018, donc c'est lui qui va directement partager la maquette pour que je puisse vous expliquer. Donc, à la demande du client, comme l'a précisé Victor, suite à une extension des chiffres d'affaires, etc., on avait besoin de nouveaux bureaux et aussi d'un espace plus convivial pour accueillir des personnes. Donc, dans la maquette que nous avons réalisée, la partie nord que vous voyez en haut, il y a des bureaux individuels et un bureau de réunion avec un vidéoprojecteur pour qu'on puisse exposer. La partie centrale concerne plus la cafétéria où les gens peuvent manger, se restaurer, se détendre. Et la partie au sud, autant pour moi, concerne une table de ping-pong et aussi des jeux pour se divertir et s'amuser, ainsi qu'une grande table où soit pour des réunions avec énormément de monde, soit pour manger tous ensemble. La particularité de Revit, c'est qu'en utilisant le jeu de variantes, suite au problème de 2018, je n'ai pas pu effectuer, vous avez la possibilité de contrôler et d'essayer plusieurs systèmes. Donc, vous pouvez faire soit un système basé que sur le coworking uniquement, un aménagement basé que sur la convivialité, si on retire les bureaux et on met des trucs plus conviviaux, soit simplement pour faire tout en bureau. Tous ces systèmes-là permettent pas de superposer, mais de voir toutes les différentes possibilités qu'il y a d'aménagement dans ces locaux. Et aussi de voir toutes les interfaces avec les autres corps d'État. Donc, comme vous voyez dans la maquette de David dessus, on voit comment sont disposés chaque meuble, chaque aménagement, chaque bureau, chaque lieu de vie. Donc, et voir ce que ça donne justement au futur pour voir si c'est le meilleur aménagement aussi ou s'il faut refaire ou trouver de nouvelles idées.
Vous pouvez jouer aussi avec le jeu des couleurs et les images réalistes pour voir ce que ça donnera au futur et voir si le client sera satisfait de cette demande ou si nous devons continuer nos recherches pour trouver un meilleur système. Donc, voilà pour ma partie. Donc, je vais laisser Adrien vous présenter les photos réalistes qu'il a prises pour vous montrer ce que ça donnera dans le futur, cet aménagement. Donc, Je vais d'abord donner la main à Mehdi pour oui. continuer. Effectivement, Mehdi va vous expliquer la partie CVC. Alors, bonjour, alors moi c'est Mehdi Meslem, je suis modeleur BIM en CVC. Donc, alors, pour commencer, en fait, ce que j'ai fait, c'est déjà j'ai étudié la charte BIM que mon collègue Adrien a fait. Donc, l'intérêt de cette convention BIM pour les modeleurs, ça a été déjà dans un premier temps de savoir où récupérer les éléments et où les déposer pour pouvoir travailler en harmonie chacun les uns avec les autres. Dans un second temps, ça va être aussi le nommage des maquettes. Donc, savoir quel nom donner à notre maquette pour avoir une architecture et une meilleure visibilité de celle-ci. Au sein du fichier, on utilisait la partie Google Drive pour travailler. Donc, avoir déjà savoir qui a fait quoi dans ce serveur, dans ce Google Drive. Et ensuite, on a une arborescence dans les projets, donc comme on peut voir ici. Donc, ça va vous permettre aussi de gérer toute l'arborescence pour pouvoir travailler correctement. Ça, c'est vraiment la partie Convention BIM à étudier avant tout travail. Ensuite, moi, mon rôle a été de récupérer donc la maquette de mes collègues au niveau du génie civil et de l'architecture pour savoir placer les éléments de chauffage et de ventilation. Donc, c'est-à-dire la pose de radiateurs, des éviers et de tout ce qui était ventilation mécanique qu'on va retrouver dans le SOFIT, qui a été étudié là, dans ce contexte ici, pour une évacuation des odeurs et une amenée d'air pour faire une bonne aération dans la salle. Donc, alors, mon rôle à moi a été de venir dans la gaine technique qui est située ici. Dans cette partie-ci, on va avoir une arrivée en eau chaude et en eau froide et une évacuation. Donc, mon arrivée en eau chaude et eau froide, je suis venu dessus pour venir aller poser une alimentation. Donc ça s'appelle une nourrice, qui permet d'avoir une arrivée en eau chaude pour pouvoir avoir plusieurs sorties. Ça m'a permis de créer en fait un système de monotubes parallèles pour les radiateurs. Donc, comme on peut voir ici, le rouge et le bleu. Donc rouge, c'est le chaud, bleu, c'est le froid. Ça va venir alimenter tous mes radiateurs, qui sont situés sous les fenêtres en général pour éviter les ponts thermiques. C'est une réglementation de ce qui est le plus lambda. À la suite de ça, je suis venu poser une alimentation pour mes éviers, ainsi que l'évacuation de ceux-ci pour arriver dans la partie eau usée qui se trouve dans la gamme technique. À la suite de ça, j'ai fait mon réseau d'extraction d'air. Donc, comme on peut voir ici, on a vraiment l'architecte a créé une zone, on va dire, une zone principale de cuisine et la zone où il y a les activités autres. Donc, cette partie-là a dû être étudiée différemment des autres parties où, comme je vous l'ai dit, il va falloir extraire tout ce qui est odeur et autres. Donc, dans cette partie-là, on a notre premier réseau ici. Donc, cette partie-ci, ça va être représenté. Toute cette zone-là, c'est bien cette zone ici. Je vous situe un peu. Voilà. Donc, on a notre réseau qui va venir faire l'extraction de ce côté-ci, de la partie cuisine. Et qui dit extraction dit amenée d'air. Donc, tout le second réseau va venir renouveler l'air dans tout le reste de la cafétéria.
On a créé cette partie-ci dans des soffites parce que l'aspect technique faisait que, en fait, dans notre cafétéria, on n'avait pas assez de hauteur sous plafond. Donc, on a été obligé de faire un décaissé, donc ce qu'on appelle la soffite, pour pouvoir venir poser nos gaines qui ont une certaine hauteur. À la suite de ça, il y a eu aussi la partie électricité au niveau de tout ce qui est luminaire. Donc, ce sont des luminaires 4 tubes rectangulaires qu'on peut retrouver un peu partout dans la pièce pour avoir une bonne luminosité dans la pièce, ainsi que des spots au niveau de la cuisine. Donc, ceux-là ont été posés à titre plutôt esthétique, ainsi que dans la partie, donc ici, on va en retrouver au niveau du passage du cheminement piéton, dirais-je, pour avoir une luminosité sur le circuit, sur le cheminement piéton. Donc, je vais redonner la parole à mon ami Adrien, qui lui va vous montrer un peu ce qu'on peut faire au niveau rendu visuel ce coup-ci. Il vous expliquera et vous montrera de jolies choses. Adrien, je te laisse la main. Alors, oui, excusez-moi, je répondais dans le chat. Oui, alors je vais vous montrer un rendu avec le réaliste avec le temps qu'on a pu passer sur le logiciel. Donc, nous avons réalisé des visites virtuelles. Donc, ces visites virtuelles nous permettent en fait de nous déplacer dans la maquette tout en voyant à peu près ce que nous avons modélisé. Là, c'est une visite virtuelle classique et après nous avons le rendu, donc avec tout ce qui est éclairage, etc. Bon, pour le coup, nous n'avions pas été plus en détail dans l'explication de l'éclairage en fait des spots et des luminaires rectangulaires. Donc nous avons quelque chose d'assez générique puisqu'on n'a pas davantage amélioré en fait la diffusion de lumière, etc., les textures. Là, c'est ce que vous avez, c'est un rendu brouillon de la visite virtuelle. Donc, si on augmente la qualité, bien entendu, ça prend plus de temps en termes de calcul pour l'ordinateur. Là, ce rendu-là, ça prend environ 1 minute à être généré. Si vous augmentez à un rendu moyen en termes de texture, cela va prendre plutôt 5 minutes. Et si on prend un rendu haute qualité, par exemple pour une diffusion à l'échelle du public, pour une présentation de projet, là, on va rentrer plutôt dans l'ordre de l'heure, juste pour représenter cette vision avec, bien entendu, des réglages spécifiques sur nos textures. Donc là, en voici une, donc c'est par rapport à la cafétéria, ce que vous veniez de voir, c'est cette zone-là. J'en ai d'autres, j'en ai réalisé quelques-unes pour pour visualiser à peu près à quoi ça ressemblait. Donc, vous voyez que les lumières, tout est à peu près orange du fait que l'éclairage n'a pas été tout à fait amélioré au maximum de ses performances. Mais avec le rendu réaliste, on peut tout de suite voir où est-ce qu'on se trouve. Donc, nous, en tant qu'Extiens, après avoir passé de nombreuses soirées à cet endroit, on reconnaît très très bien où est-ce qu'on se trouve et comment c'est fait. Donc là, comme vous pouvez le constater, on est juste à côté de la table de ping-pong et on voit à peu près la salle de réunion, là où on va où on présentait nos meet-up il y a encore pas si longtemps. Alors, pour faire ceci, en fait, Revit en soi, c'est pas spécialement fait pour faire du rendu graphique et encore moins pour le représenter à l'échelle publique. Généralement, on utilise des compléments à Revit pour pouvoir faire ça, parce qu'on va avoir des textures différentes, on peut rajouter des aspects lustrés bien plus poussés sur les objets, des ombrages, des reflets. Et donc, on utilisera dans la plupart du temps, dans ce que j'ai pu voir, Lumion, il y a Archicad qui peut le faire. On peut avoir aussi Artlantis. Enfin, il y en a énormément. Engine 4D, Blender, comme le disait Jérôme il n'y a pas longtemps dans le chat. Voilà, donc
voici à quoi ressemble notre cafétéria. On va essayer d'améliorer cette maquette pour nos futurs meet-up, bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. On s'est bien amusé à faire cette maquette parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et une chose que je vous ai pas encore montrée, l'objectif principal avec ce genre de maquette, c'est qu'on peut réaliser des nomenclatures. Donc, faire sortir tout ce que nous avons dans notre maquette pour pouvoir faire nos quantitatifs, des PGF, études de puissance, d'éclairage, etc. Là, donc, je vous montre juste la nomenclature des luminaires, par exemple. Donc, on a 2 types de luminaires dans notre maquette. On a la quantité pour chacun d'entre eux, la puissance. Ce qui est bien, c'est que dans l'onglet Analyser, que l'on retrouve ici, on peut réaliser des bilans de puissance, on peut réaliser des études sur les zones, donc au niveau des zones de passage, on peut réaliser des analyses thermiques, des analyses acoustiques avec certains compléments. Il y a les études de charge d'un point de vue structurel. Et toutes ces fonctionnalités, on ne les retrouve pas forcément dans tous les logiciels. Et c'est extrêmement pratique parce que en l'espace, le modeler, d'un point de vue habituel, il va faire ses dessins, va faire toute sa modélisation, mais derrière, on va avoir des ingénieurs structures en plus qui vont devoir refaire une modélisation 3D de la structure pour faire leurs calculs. On va avoir besoin de faire appel à des ingénieurs thermiciens en plus pour pouvoir faire l'étude thermique. Donc, refaire à nouveau soit un modèle 3D, soit renseigner via des logiciels tels que Perenou, Climawin, toutes les parois, etc. Et donc, c'est du temps en fait qu'on peut économiser via une seule maquette numérique avec la modélisation faite par une seule et même personne. Et c'est quelque chose en fait qui est vraiment très puissant parce que sur le long terme, on peut économiser des journées entières, des semaines, voire même des mois d'études grâce à une maquette numérique. Et c'est là où est la puissance en fait du BIM, c'est que vous pouvez avec un seul fichier réunir un DOE complet, des dizaines de classeurs qu'on va planquer dans nos armoires qui vont s'abîmer avec le temps. Et au lieu de ça, maintenant, on va pouvoir faire des économies autant sur la gestion de notre patrimoine, autant sur la planification des travaux, puisque là, vous le voyez à l'écran, vous n'avez que 4 caractéristiques, mais on peut très bien en ajouter d'autres. On va avoir les coefficients d'utilisation, donc qui vont nous permettre d'estimer la durée de vie de notre ampoule au-delà du temps estimé de base. Donc, dans combien de temps on va pouvoir la changer. On va avoir des données électriques, on va avoir le taux d'éclairement, on va avoir l'efficacité, les lumens, et tous ces paramètres peuvent être réglables à souhait. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là. Alors, moi, sur mon propre PC, j'ai une RAM de 32 Go. Mais si vous avez une très bonne RAM et une carte graphique très mauvaise, ça sert à rien. Une mémoire RAM de 16 Go suffit largement. Il faut seulement avoir une bonne carte graphique et surtout un processeur assez rapide, puisque c'est le processeur qui fait toute la différence. Si vous avez un processeur très lent et une très bonne carte graphique et une très bonne RAM, ça mettra beaucoup de temps à générer des présentations que vous souhaitez faire. Alors, je vais essayer. Et pour compléter ce que tu dis, il faut un processeur qui travaille plus en monocœur. i7 10e génération, s'il travaille mieux en monocœur, il fera l'affaire. En fait, il faut que ça travaille en monocœur. Que ton processeur aille haut dans les hertz en monocœur que qui génère en fait par exemple un i7 avec en ce moment c'est i7, il y a combien de cœurs? Et 6 cœurs, J'ai je un pense. 32 cœurs, mais en soi, Revit mais n'utilisera jamais plus de 2 cœurs. Voilà. Et il soi, prendra la première en général. Il est bridé par Autodesk. En soi, pour répondre concrètement, en fait, c'est surtout la fréquence d'échange, les Hertz, donc un processeur au moins à 3 Hertz. Et pour les cartes graphiques, il faut des cartes spécialisées Autodesk, pas les cartes gaming qu'on puisse trouver. Parce que j'ai des cartes gaming, mais c'est pas suffisant.
Enfin, elles ne sont Ouais, pas c'est pas spécialisées dans ce système de calcul. Vu que Revit et ces systèmes-là sont basés sur l'analytique, le détail des traits au millimètre, il faut des cartes graphiques spécialisées pour ce genre de calcul. C'est les Mais NVIDIA tout dépend, P200, P400. c'est ça. Mais tout dépend aussi de la puissance que vous lui demandez. Car Revit est un programme énergivore. Donc, plus vous allez en demander, plus il devra consommer. Donc, sur des petits projets, comme le dit Adrien, même du 16 Go de RAM ou des cartes graphiques à 8 Go, il n'y a pas de problème. Mais sur des projets qui vont demander beaucoup plus de puissance, où on atteint des dossiers qui peuvent frôler le giga, voire plus, il vous faudra des configurations, mais des PC à plus de 10 000 euros pour que ça puisse tenir. Parce que sinon, vous serez incapable de gérer. Plus vous allez rentrer dans le détail, plus le projet sera gros, plus il va vous falloir de puissance derrière. C'est un cercle vicieux, mais plus vous en demandez, plus il vous en faudra. Ok. C'est juste une chose. Tu veux finir? Ouais, en fait, il y a une question qui n'a pas été répondue. Ouais, sur celle le format de STL. Maxime. Je te laisse Ouais. répondre, Lydie. Pour ta réponse au format STL, en fait, sa question, c'était de savoir si on pouvait utiliser Revit pour sortir des plans pour des imprimantes 3D. Donc, ça se fait sur les dernières versions de Revit, à partir de Revit 2018 ou 2019, où là, il faut rajouter un add-on qui va te permettre d'exporter justement ce fichier STL de ta maquette Revit. Mais il ne faut pas oublier que quand tu conçois une maquette Revit, si tu la sors sur le format STL, effectivement, il ne faut pas demander aussi des trucs impossibles à réaliser. Et du coup, juste pour reprendre un petit peu la partie question, il y en a pas mal qui ont été répondues déjà, mais vis-à-vis de Katia qui a posé assez, enfin là, il n'y a pas longtemps, est-ce que le logiciel est accessible sur le net, donc gratuitement, ou il faut une licence? Effectivement, donc Camille a répondu qu'il fallait une licence Autodesk pour l'utilisation de Revit du coup. Est-ce que vous pouvez répondre potentiellement sur les autres logiciels qu'il pourrait y avoir, cette partie un peu interopérabilité entre chaque logiciel et du coup l'intérêt un peu de communiquer entre chaque logiciel, c'est un peu l'interopérabilité, de pouvoir communiquer entre chaque logiciel pour pouvoir avoir cet aspect collaboration du BIM. Je ne sais pas qui veut prendre la main sur ça, l'équipe. En fait, pour tous les logiciels Autodesk, vous avez des versions étudiantes que vous pouvez télécharger. Donc, bon, généralement, ils vont vous demander de renseigner l'école, etc. Mais vous pouvez mettre l'école que vous voulez. En fait, ils vont pas aller chercher plus loin. C'est juste que si vous utilisez cette version-là pour des projets professionnels, vous risquez donc d'avoir des amendes, premièrement. Et deuxièmement, en fait, tout le monde le saura puisque vous allez avoir des données qui seront directement intégrées dans vos plans, dans vos maquettes, qui indiquent que c'est une version étudiante que vous utilisez. Donc, la version étudiante va vous permettre de vous exercer, d'apprendre, mais pas de faire plus de choses. Et ce que je demandais moi derrière aussi par rapport à ça, hormis la question de Katia, c'était aussi le fait que effectivement, et je pense que Jérôme nous l'a également intégré, le fait que c'est quelque chose qu'on peut faire via d'autres logiciels, de la modélisation 3D. Autodesk aujourd'hui, c'est quand même un éditeur de logiciels qu'on connaît bien. Hein, on retrouve AutoCAD, on va retrouver du Revit aujourd'hui. Cette partie 2D, 3D, il y a beaucoup d'autres éditeurs de logiciels qui peuvent proposer cette modélisation 3D. L'idée, c'est pas de savoir pourquoi Revit, parce que Revit, c'est un peu le plus populaire. Hein. De manière générale, c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Mais d'expliquer un petit peu l'interopérabilité qu'on peut avoir entre chacun de ces logiciels. Du coup, l'utilisation de ce qu'on va appeler les IFC en termes de données. Et également pouvoir indiquer que cette interopérabilité entre les logiciels permet d'avoir l'aspect collaboratif qu'on recherche dans le BIM. Donc, c'était plus aussi ça, la continuité de la question, Adrien. Ok. Sur les versions, je vais retourner. Sur les versions étudiantes, en fait, vous avez absolument toutes les mêmes fonctionnalités qu'on peut le retrouver dans la version professionnelle. Donc, tous les formats de collaboration, les sous-projets, enfin, voilà. Nous, quand on va collaborer, en fait, quand on a collaboré sur notre maquette, on a utilisé plusieurs choses. Donc, on a l'aspect collaboratif où, en fait, on a des sous-projets. Chaque intervenant a son sous-projet, chaque modeleur. Et ensuite, on va avoir aussi le sous-projet, final, entre guillemets, de notre réalisation. Donc, on s'est organisé de la sorte.
c'est que, étant donné qu'on ne travaille pas sur la même maquette en même temps, donc on a lié nos maquettes pour que ça fasse en une seule, on ait le lien de tout le monde. Et après, on a attaché en fait les informations de chacun pour faire en sorte que ça fasse une seule et même maquette. Étant donné que c'était pas un gros projet, il était tout à fait possible de le faire et ça nécessitait pas d'avoir une maquette de plus de 200 mégaoctets. Généralement, on se limite à 150 mégaoctets parce qu'au-delà, ça, on a un certain lag entre guillemets de la modélisation. Ça prend plus de temps à faire un mouvement car on va avoir une génération graphique plus lente, pardon. Il y a possibilité, bien entendu, d'optimiser ceci, donc avec des réglages Windows et aussi des réglages dans les options de Revit. C'est un peu plus poussé pour le coup, mais c'est tout à fait possible. On va avoir dans la collaboration d'autres logiciels qui sont liés à Revit directement. Donc, on va avoir un logiciel qui s'appelle Work Sharing Monitor. Donc, c'est très utile lorsqu'on est à plusieurs personnes sur la même maquette. Ça nous permet de voir qui est en train de travailler avec nous sur cette maquette, qui est en train de la sauvegarder et qui a fait la dernière sauvegarde. On va avoir aussi un communicator. Donc, c'est un peu comme un chat comme WhatsApp, si vous voulez, mais en direct dans la maquette qui nous permet en même temps de savoir à quel moment telle personne travaille sur tel sujet. C'est très utile lorsqu'on est à distance, on ne travaille pas tous dans le même bureau, mais sur la même maquette. Et hormis ça, moi, bon, j'attends voir s'il y a d'autres questions, mais je voulais également vous indiquer, et ça, c'est aussi pour les mettre en valeur parce que, ils méritent, et puis ils ont également très bien présenté leur maquette, et hormis la maquette, toute la convention qui a pu être réalisée également par Adrien. Ils ont fait un très, très beau travail. Je vous rappelle que Camille, Alexandre, Adrien et Mehdi sont en mission, donc ils ont fait ça sur leur temps off. Ça fait un mois enfin 2 mois vis-à-vis du dernier événement. On savait qu'on allait modéliser ça. On a juste récupéré du plan 2D, du plan commercial, donc c'était même pas des plans DWG, enfin à peine. Et en soi, on a conçu quand même ils ont conçu toute une maquette. Et si on prend vraiment en cumulé, en tout cas de ce qu'ils m'ont dit, et je pense pas qu'ils me mentent, ils ne m'ont jamais menti. Ils sont à 3 jours et demi de prod. 3 jours et demi de prod en cumulé. Donc c'est bon. Après, c'est des personnes qui sont opérationnelles et aujourd'hui qui ne sont pas du tout débutantes sur le projet. Vous voyez ce qu'ils ont pu faire en 3 jours et demi. Je vous laisse imaginer ce qu'ils sont capables de faire en un mois ou en 2 mois. Donc honnêtement, on a aujourd'hui une super équipe. On va aussi aller encore plus loin et plus en détail sur la suite de ce projet BIM et sur la maquette. Mais en tout cas, moi, je vous remercie à tous. S'il n'y a pas plus de questions, d'avoir pu participer à cet événement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu reconnaître un peu la cafétéria, mais je pense que c'est suffisamment ressemblant pour que ça soit plus un secret pour personne. Les gens qui connaissent pas la cafétéria, vous l'avez découverte. Ça, c'est un gros atout. Et puis, je vous invite à venir chez nous pour pouvoir confirmer un petit peu ce visu et ce visuel de maquette. Mais encore une fois, merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain événement.